Bonsoir, je suis toujours contente de retrouver quelques personnes pour pouvoir aborder ces sujets. Donc, le Venezuela, vous l'avez vu, beaucoup de tensions, beaucoup de propos dans nos médias, et pas toujours facile pour nous de faire la part des choses et de lire dans tout ça, de lire dans ce que vit le pays et de lire dans tout ce qu'on nous présente. Alors je reprendrai donc les faits majeurs depuis l'an dernier, parce qu'on s'était vu l'an dernier. Il y a eu donc l'élection de mai 2018, et puis ensuite il y a eu l'autoproclamation de Juan Guaidó en janvier, et puis tout de suite après, la question largement traitée dans nos médias de l'aide humanitaire en février, ce qui a suivi tout de suite l'autoproclamation de Juan Guaidó. Donc ces événements, je pense que c'est vraiment un point qu'il importe de souligner, dépassent très largement le cadre national, l'espace national du Venezuela. Ils impliquent de plus en plus une lecture géopolitique dans le contexte régional. Alors quand on évoque un pays d'Amérique latine, quand on utilise cet adjectif régional, ça veut dire dans l'Amérique latine, l'espace latino-américain. C'est ça pour un Vénézuélien ou un autre pays, une autre personne d'un autre pays latino-américain, c'est vraiment cet espace clairement délimité. Et donc, cet espace est largement impliqué, parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Honduras, ce qui s'est passé au Brésil, ce qui s'est passé en Équateur, etc. Et effectivement, la lecture géopolitique, elle s'impose aussi dans l'espace, évidemment, international. L'an dernier, Frédéric vient de le dire, j'avais vraiment développé une approche historique détaillée qui permettait de comprendre l'irruption du chavisme et ses caractéristiques. Aujourd'hui, je vais simplement me limiter à évoquer quelques éléments de rappel. Ces éléments vont servir à poser le cadre de la réflexion. Et c'est vrai que Frédéric et Jean-Christophe m'avaient contacté. On voulait vraiment laisser un large espace aux échanges avec vous. Donc, du coup, je vais relever le défi de synthétiser aussi fortement. D'emblée, je vous dis, n'hésitez surtout pas, pour ceux qui n'étaient pas là l'an dernier, à poser des questions si effectivement il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires. Avant de commencer véritablement à focaliser sur le Venezuela, il me semblait intéressant de vous faire part d'une citation que j'ai tirée d'un de cet ouvrage. C'est le tome 3 d'une histoire, alors c'est en espagnol, c'est publié aux éditions Cathédrale. C'est un ouvrage de référence, c'est un ouvrage collectif. Les auteurs sont ici. Et donc je ne peux pas donc citer l'auteur, mais la citation me semble intéressante. Elle figure dans Historia Contemporánea, et donc l'histoire contemporaine, et en plus elle est dans le chapitre des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Et donc les États-Unis, je commence la citation. Les États-Unis rejetèrent le colonialisme et exercèrent une critique constante contre l'impérialisme des puissances européennes. Mais en même temps, ils pratiquèrent, surtout depuis la fin du XIXe siècle, une politique expansionniste qui transforma les États ibéro-américains, on pourra revenir sur cet adjectif, en champ d'action des intérêts économiques et politiques états-uniens
et qu'il est soumis à l'influence croissante de ceux-ci, bien que dans des proportions différentes selon l'État. Depuis 1898, les États-Unis n'ont procédé à aucune annexion de type colonial, à l'exception de Puerto Rico. Cependant, la réalisation et la défense de leurs intérêts engendra un profond contrôle de ce pays, c'est-à-dire les États-Unis, sur de nombreux États ibéro-américains, qui a provoqué la subordination politique et économique de ceux-ci et souvent l'aliénation de leur souveraineté en ce qui concerne leurs besoins en matière économique et sociale. Je pense que là, on a vraiment une série de termes qui sont tout à fait présents quand on évoque le Venezuela. Donc, par rapport à ce qui est dit, je me demande si ce ne serait pas mieux que je parle au micro, parce que ça... Voilà, vous m'entendez là? Donc, je vais faire comme ça. Hein? Donc, la première partie de la citation, en fait, renvoie à un événement majeur en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, c'est la doctrine de Monroe, qui est souvent connue chez nous, l'Amérique aux Américains. Ça remonte à 1823 et elle va déterminer effectivement les relations entre ces pays une fois l'Europe complètement écartée de cet espace. Et puis il y a une date aussi qui est très importante dans cette citation, c'est 1898. 1898, c'est les pertes des dernières colonies pour l'Espagne dans une guerre qui l'a opposée aux États-Unis. Et donc, à partir du moment où 1898, l'Espagne perd ses dernières colonies, eh bien, la route est libre pour les États-Unis. Alors, je me centre à présent sur le Venezuela. Et donc, je souligne que ce pays est passé par une succession de phases que j'ai détaillées l'an dernier et qui vont effectivement déterminer petit à petit sa caractérisation jusqu'à nos jours. Ces phases, c'est d'abord la colonisation, ensuite l'émancipation. Les figures de ce processus d'émancipation sont Francisco de Miranda, dont le nom figure sur un des piliers de l'Arc de Triomphe à Paris, et Simón Bolívar. Simón Bolívar, donc, si vous avez des questions, évidemment, nous y répondrons. Ensuite, il y a eu une phase de néocolonisation, puis une phase d'impérialisme, et enfin, la phase néolibérale. Le pays, dans son histoire, a d'abord été une nation agricole exportatrice jusqu'au XIXe siècle, et puis une nation exportatrice de pétrole à partir du XXe siècle. Le Venezuela jouit d'un potentiel économique énorme, mais le pétrole va créer une dépendance implacable. Dans les années 80-90, on est dans l'application du consensus de Washington. J'expliquerai s'il le faut très très rapidement tout à l'heure. Et cette application va avoir comme résultat de déstructurer dramatiquement et profondément, très profondément, la société vénézuélienne. Mais en même temps, cette déstructuration va générer une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle va se décliner en fonction de deux éléments qui se produisent dans ces années 80-90. Le premier, c'est le Caracazo, donc, qui a lieu en 1989. Il s'agit là d'une explosion populaire qui marque une rupture d'une partie des citoyens avec le système politique connu depuis de nombreuses années. Et puis 92, eh bien, c'est l'année
d'une tentative de coup d'État qui est dirigée par Hugo Chávez, précisément devant cette destruction de la société. Et Chávez va reconnaître son échec, mais dans cette déclaration de reconnaissance de son échec, il dit à la fin « por ahora », qui veut dire en espagnol « pour le moment ». Hein? Et donc, le chavisme était déjà en marche. Hein? Bien. Donc en décembre, voilà le deuxième volet, le chavisme, et donc avec Hugo Chávez. 1998, c'est l'élection avec 57% des voix. Chávez est élu. Cette élection donnera lieu à la création d'une nouvelle constitution. Cette constitution est approuvée en décembre 1999. 5 pouvoirs sont institués: l'exécutif, le législatif, le judiciaire, l'électoral et le citoyen. C'est extrêmement important d'avoir ça présent à l'esprit. Chaque ministère devient un pouvoir populaire. Ça aussi, ce sont des termes qui ont vraiment des significations. Là, on est vraiment... J'attire votre attention sur l'importance de lire ce lexique au pied de la lettre, sans déformation. Mais voilà. Donc, les valeurs idéologiques sont liberté, égalité, fraternité, ça nous dit quelque chose, intégration régionale, donc on est intégration de l'Amérique latine, de l'espace latino-américain, éducation populaire, transformation et réalisation de l'individu, souveraineté nationale et unité civico-militaire. Ces principes ne sont pas quelque chose qui est tombé du ciel ou une lubie d'Hugo Chávez, pas du tout. Hugo Chávez connaissait parfaitement l'histoire de son pays et parfaitement l'histoire universelle et celle de la France également. En fait, ces mots que je viens d'utiliser appartiennent à ce qu'on appelle l'arbre des 3 racines qui sous-tend le chavisme et qui est donc nourri des idées de 3 personnes: Simón Bolívar que j'ai évoqué, Simón Rodríguez qui était le précepteur de Simón Bolívar, et ensuite Ezequiel Zamora. Ces 3 personnages portent ces différentes valeurs, hein, chacun dans son domaine. En juillet 2000, Chávez remporte l'élection avec, puisqu'il y a eu une nouvelle constitution, on a effectivement convoqué une autre élection présidentielle et Chávez l'emporte avec 52,76% des voix. L'opposition au chavisme est immédiate. Il ne faut pas croire que le chemin... Non. L'opposition raille Chávez dans un premier temps, le diabolise dans un deuxième temps et attaque le gouvernement et son président très rapidement. Donc en 2002, on a une tentative de coup d'État contre Chávez. Son échec est dû à une immense mobilisation populaire et immédiate. Chávez donc réintègre rapidement la tête de l'État et ensuite, en 2003, l'année suivante, c'est le paro petrolero, c'est-à-dire une grève dans le secteur pétrolier et notamment dans l'entreprise nationale PDVSA. À la suite de ça, se tient un référendum révocatoire, comme le prescrit la Constitution, en tout cas le rend possible la Constitution vénézuélienne, et donc il se tient en 2004. Chávez va emporter cette élection, cette fois avec 59,1% des voix.
Cette situation va donc entraîner un renforcement de l'activité de la droite, de l'opposition, qui va se manifester en 2006 dans une nouvelle crise qui est la crise des concessions hertziennes, donc de LCTV, hein, un média vénézuélien. Il faut ne pas perdre de vue qu'à l'époque, la droite détient 90%, ou plus peut-être que Romain, en tout cas au moins 90% des médias. Bien. La politique sociale du gouvernement de Chavez, comme vous le savez, s'articule sur les missions. Ces missions donc pénètrent le terrain social à tous les niveaux et permet une amélioration extrêmement rapide des conditions de vie donc de la population. On a une réduction de la pauvreté, enfin, je vous passe tous les détails, mais c'est vrai que vraiment on est dans une progression tout à fait notoire du pays, évidemment ceci grâce aux revenus pétroliers. La politique régionale en même temps, donc régionale, toujours cet espace latino-américain, est intensément activée. Chavez était vraiment un promoteur, il se tenait vraiment à cette idée d'intégration régionale, et vraiment dans le début de ce mandat, il s'y attache pleinement. Et donc, on va assister à la création de l'ALBA en 2004, en 2005 de Petrocaribe, en 2008 c'est l'UNASUR, et ensuite en 2010 la CELAC. Ces instances régionales vont avoir une activité extrêmement importante durant ces années de progressisme du début du XXIe siècle en Amérique latine. Ces instances reposent sur la solidarité, la complémentarité et la coopération. Néanmoins, Chavez reconnaît à la fin de sa vie des difficultés qui persistent dans le domaine agricole, quant à la diversification de l'économie également. Il s'inquiète également de la lenteur de l'organisation des communes. Cette organisation des communes, on avait évoqué très longuement ce point avec Thierry lors du débat l'année dernière. C'est vraiment un point extrêmement important du chavisme. Et également d'un autre problème, celui de l'apparition de la bourgeoisie. Le testament politique de Chavez sera le Plan Patria. Ce Plan Patria est adopté par Nicolás Maduro, qui va accéder à la présidence à la suite de Chavez, et constituera le programme de gouvernement de Nicolás Maduro. Donc, à présent, troisième volet, le gouvernement de Nicolás Maduro. Vous le savez, Hugo Chavez meurt le 5 mars 2013, alors qu'il vient d'être réélu en octobre 2012 avec 56% des voix. Le 14 avril, Nicolás Maduro est élu dans un nouveau processus électoral avec 50,61% des voix. Et évidemment, la marge, on le voit, est très faible. Néanmoins, ces élections sont reconnues par toutes les instances internationales, européennes, états-uniennes et latino-américaines. Néanmoins, dès son élection, M. Maduro va affronter ce que Marco Terrucci, un spécialiste du Venezuela, appelle une offensive intégrale. Là aussi, le choix du terme est très précis, dont l'intensité ne va pas cesser de croître
jusqu'à nos jours. Et cette offensive va prendre des formes différentes. En 2014, la droite lance ce qu'elle appelle la salida, la sortie. C'est-à-dire qu'il s'agit de sortir Maduro par tous les moyens, puisqu'on n'arrive pas par la voie électorale, eh bien, on va effectivement recourir à d'autres moyens. Et on a donc des émeutes qui se produisent dans les quartiers favorisés, qui font 43 morts, avec des actes de vandalisme, des destructions matérielles. Victor Ríos, qui est un spécialiste espagnol du Venezuela, parle alors, lui, je cite, de terrorisme urbain. Ceci va se doubler d'une offensive économique qui s'articule avec la baisse des prix du pétrole. Et on a donc dans le pays une rétention de produits de première nécessité, un développement du marché noir, une spéculation sur les produits, une baisse volontaire de la production et également un problème de manipulation de l'achat de devises. Il faut bien se souvenir que la droite au Venezuela, à cette époque et encore aujourd'hui, détient l'immense majorité des moyens de production. Jeannette Abel, qui est une spécialiste de l'Amérique latine, pas forcément du Venezuela, mais de l'Amérique latine, reconnaît dans une de ses interviews l'existence d'une, je cite, stratégie planifiée. Stratégie planifiée et soutenue, elle le dira, par les États-Unis. Résultat de cette situation, pénurie, inflation, reprise de la fuite des capitaux, accroissement de la corruption. Pour y apporter remède, le gouvernement de Nicolás Maduro augmente les salaires, augmente les retraites à plusieurs reprises. Il crée les CLAP, qui sont des comités d'approvisionnement en matière de denrées alimentaires. Il promeut autant qu'il le peut l'organisation collective, ce qui ne se fait pas forcément dans l'harmonie, parce qu'effectivement, cette dynamique d'organisation communale, populaire à la base, est en développement, hein, et quelquefois il se heurte effectivement à certains rouages de l'administration et du gouvernement de Maduro. Néanmoins, je crois qu'il faut vraiment accorder à Maduro le fait d'avoir voulu rendre possible et développer autant que faire se pouvait cette organisation populaire. Il propose un agenda économique pour plusieurs secteurs sur la base précisément de l'économie communale, une façon de redonner de l'importance à cette base active, et en même temps, il exclut les membres du gouvernement qui sont reconnus coupables de corruption. Je le disais, l'organisation populaire se renforce dans les campagnes, mais également dans les quartiers et dans les communes. Ces communes étant à considérer comme des unités populaires d'organisation et de production dans le chavisme. Et donc, le nombre de ces communes ne cesse de croître. En 2017, elles étaient au nombre de 2000, le 3000 étant l'objectif pour 2020. En 2015, vous le savez, Barack Obama déclare que le Venezuela, je cite, représente une menace extraordinaire et inusitée contre la sécurité nationale et la politique extérieure des États-Unis. Je crois que là, on a quand même une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom, mais ça en a quand même tout l'air.
Ensuite, en décembre 2015, l'opposition gagne les élections législatives et un bras de fer se déclenche alors. On pourra y revenir évidemment dans le débat. En novembre 2016, on assiste à une nouvelle vague de violence qui monte en intensité, qui fait cette fois 165 victimes, un nombre extrêmement important de blessés et qui effectivement secoue la société vénézuélienne et qui est très largement, ces événements sont très largement repris dans les médias internationaux. Néanmoins, en 2017, malgré ce panorama que je viens de dresser, le chavisme gagne les élections régionales, 19 États contre 4. Il gagne les élections municipales, 308 maires contre 25. Donc, je pense que les chiffres sont là aussi assez révélateurs. En 2018, vous le savez, j'y faisais allusion tout à l'heure dans l'introduction, Nicolás Maduro remporte l'élection présidentielle avec 68% des voix. Mais attention, cette élection a été boycottée par la droite, par un secteur de la droite. Il y avait un candidat qui représentait la droite, qui était M. Falcón, mais la droite traditionnelle et la droite d'opposition frontale au chavisme n'étaient pas représentées. Elle avait appelé à boycotter. Ce qui fait qu'effectivement, on a un taux d'abstention pour ces élections qui est très élevé, anormalement élevé, enfin anormalement. Tout est relatif, ça existe dans d'autres pays, notamment en Colombie, sans que ça soulève des questionnements de notre part. Donc cette abstention est de 52%. Donc je terminerai, afin de passer la parole à Romain, en disant que le chavisme, malgré effectivement des insuffisances, des difficultés, a occasionné des transformations sociales profondes. Il y a une partie de la population vénézuélienne qui a retrouvé sa dignité grâce au chavisme et qui a effectivement eu accès et qui a mis en marche une conscience politique et citoyenne qui joue aujourd'hui un rôle déterminant. Cette conscience a pu se réaliser à partir d'une formation culturelle beaucoup plus étendue, d'une formation éducative aussi très élevée, mais aussi d'une organisation massive. Alors, à cela s'est ajouté aussi un autre élément qu'on reprendra sans doute, qui est celui d'avoir retrouvé sa souveraineté. Et ça, c'est un élément en Amérique latine qui est très, très fort. Donc, c'est sans doute ceci qui explique qu'en grande partie, les résultats électoraux que je mentionnais, hein, et le soutien que le chavisme reçoit encore. Évidemment, cette partie de la population n'est pas du tout disposée à renoncer à ses acquis. La droite, nous l'avons vu, n'est pas parvenue à s'imposer légalement. Elle a donc recours systématiquement, depuis le début du chavisme, nous l'avons vu, à une stratégie insurrectionnelle, violente, déstabilisatrice, de crispation, de façon à créer des clivages extrêmement forts dans le pays. Et dans cette dynamique, dans ce processus, on peut se demander si effectivement la droite n'a pas progressivement aussi déclaré la guerre dans le pays, déclaré une guerre dans le pays. Voilà. Donc, j'en finis. À Romain.
Merci Sylvie.